Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au dernier bilan de 2024 en faisant une tier list de tout ce que j'ai lu durant l'année 2024. Ça vous avait pas mal plu l'année dernière et j'avais aussi beaucoup aimé la faire, donc j'ai voulu aussi le faire pour cette année. J'ai mon ordinateur juste ici, mon carnet de lecture juste là pour vous indiquer les noms des auteurs parce que parfois je les oublie. J'enregistre mon écran, du coup vous voyez les 5 catégories. Donc gros coup de cœur, c'est assez parlant, presque parfait, c'est ce petit truc qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur. Sympa, sympatoche, c'est des lectures qui m'ont plu sur l'instant, qui m'ont diverti. Il y a après la catégorie oui mais non, bof et oubliable. Il y a certains livres que je vais mettre dans cette catégorie que j'ai bien aimés mais qui ne me sont pas restés en mémoire. Et après il y a plus jamais / trauma. Voilà, c'est assez clair je pense comme catégorie, donc on va commencer tout de suite parce que j'ai lu 89 livres cette année. J'ai pas tout mis, parfois il y a juste un manga pour représenter juste toute la saga parce que voilà, je préfère faire comme ça, c'est plus simple. Le premier que j'ai lu en 2024, c'est À miroir de Olivia Atwater. C'est une romance Regency et j'ai plutôt bien aimé. Il y a un petit côté fantasy fantastique. Et en soi, c'était sympa, mais il n'est pas vraiment resté en mémoire, donc je mettrai ça dans oubliable parce que j'en garde pas un souvenir impérissable. Ensuite, j'ai lu Le secret des bons pamplemousses de Camille Monceau et Virginie Blanchet. C'était une très belle histoire familiale. Je crois que j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. Et j'ai trouvé les dessins très très beaux. Mais cependant, c'est pas une histoire que je garde énormément en mémoire. Mais je mettrai ça dans sympa parce que vraiment les dessins étaient très beaux. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de Lou Sonata de Julien Nil. Et même si j'ai beaucoup aimé les dessins, ici on va suivre Lou qui essaye d'organiser un festival. Donc il y a beaucoup de couleurs, c'est très estival, j'aime beaucoup. Mais je trouve que le cliffhanger de fin n'était pas vraiment utile. Donc je mettrai ça dans sympa. Voilà. Ensuite, Frida Kahlo, una biografia de Maria S. C'est un livre que j'ai lu en espagnol et j'étais très contente de le lire. J'ai bien aimé le format puisque ici ça alterne entre les dessins et le texte. Donc c'était vraiment cool, j'ai bien aimé les dessins, donc je mettrai ça dans sympa. Twisted Love de Anna Huang, je vous en ai parlé dans mon flop de l'année. Voilà, ça va dans trauma parce que c'était terrible. Ensuite, Galatée de Madeline Miller. J'ai beaucoup aimé la thématique, mais c'est le format qui ne l'a pas fait pour moi. Je ne savais pas, mais c'est une nouvelle et je me rends compte de plus en plus que c'est pas du tout un format qui me convient. Donc, je mettrai ça quand même dans sympa parce que l'histoire est très pertinente et même impactante en quelques pages. Et donc, bon, je le mets dans sympa, mais il pourrait aller dans les deux autres catégories pour d'autres personnes parce que j'estime que c'est vraiment une très bonne réécriture mythologique. Ensuite, le premier livre du Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je mettrai ça dans presque parfait parce que j'ai pas encore lu la deuxième partie, donc je sais pas si c'est un coup de cœur pour l'instant. The Gilded Cage de Lynette Noni dans gros coup de cœur et la suite également, The Blood Traitor. La maison au sortilège de Emilia Hart, il me reste beaucoup en tête. J'aime énormément cette couverture que je trouve extrêmement belle. Ça va aller dans presque parfait parce que je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon roman, mais il y a ce tout petit truc qui a fait que c'est pas un gros coup de cœur pour moi. Une sacrée mamie de, alors attendez, Ishikawa Saburo et Yoichi Shimada. C'est un manga que j'ai relu puisque j'ai lu l'édition double, du coup le premier et deuxième tome, et l'édition double numéro 2, du coup le troisième et quatrième tome. Et globalement, c'est sympa pour l'instant. J'ai vraiment bien envie de lire la suite. On verra si je peux me procurer les tomes à la bibliothèque. Ensuite, La fille renard et la merveilleuse boutique sur pattes de Andy Sagar. C'était sympa, mais j'en garde pas un énorme souvenir, donc je mettrais plutôt ça dans oubliable, ou parce que malgré le fait que je trouve que c'est un jeunesse assez chouette, j'en garde pas beaucoup de souvenirs, donc je préfère mettre ça là-dessus. Ensuite, Medusa, de l'autre côté du mythe, de Flora Boukri, dans gros coup de cœur, je vous en avais parlé du coup dans mes tops de l'année. Ensuite, Vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro, c'est un très bon jeunesse, ou plutôt un young adulte. J'ai vraiment bien aimé, mais il y a pareil, il y a ce petit truc qui n'a pas fait que c'était un coup de cœur, mais c'est une très très bonne réécriture mythologique. Je sais même pas si c'est une réécriture, mais en tout cas, ça se passe un peu dans un contexte avec de la mythologie. Il y a quand même la déesse Artémis, je sais plus comment elle est nommée, mais c'est pas Artémis, c'est un autre nom.
Enfin bref, je trouve que c'est une belle histoire de sororité, ça parle beaucoup de femmes et c'est très bien dépeint. Et il y a aussi tout un laïus à la fin de pourquoi l'auteur a choisi le mot vainqueuse et pas vaincresse ou victorieuse, que j'ai trouvé très très intéressante. Donc voilà, je mets ça dans Presque Parfait parce que je trouve que c'est une très bonne chose à offrir à vos ados. C'est une bonne porte d'entrée aussi dans le féminisme et à travers la littérature. C'est un excellent texte pour les ados. Ensuite, Icebreaker de comment? Anna Grace. Oui, c'est Anna Grace. Non, non, voilà. El amante japonés de Isabel Allende, c'est malheureusement une mauvaise lecture pour moi, donc j'y mettrai ça dans Plus jamais. Pas Plus jamais à l'autrice, puisque j'ai bien envie de découvrir d'autres choses de ce qu'elle a pu écrire, mais El amante japonés, non. C'était pas très probant, à part le fait que j'ai lu en espagnol. Ensuite, Betty de Tiffany McDaniel, j'ai pas beaucoup de choses à en dire, à part que c'était incroyable. Captive de Sarah Rivens, voilà, on va passer rapidement. XOXO de HCO, c'est l'autrice de La fiancée du dieu de la mer et c'était une petite romance contemporaine que j'ai lue en anglais. C'était très mimi, donc on va mettre ça dans sympa. J'ai bien envie de lire la suite, ou en tout cas dans le même univers de cette romance, c'est ASAP. Je crois qu'on suit des protagonistes présents dans XOXO. Mais qui sont les personnages principaux dans l'autre série. Je sais plus exactement, mais écoutez, je l'ai sur ma liseuse, donc peut-être que je le lirai à un moment donné. L'effet boule de neige, une autre romance, du coup écrite par Clara Hero ici, et j'ai trouvé ça très mimi, et du coup je mettrai ça dans Presque Parfait, parce que c'était une très bonne surprise. C'est une romance où il n'y a pas de smut, et c'est un fake dating, il n'y a pas de crise un peu à la con qu'on peut retrouver dans les romances. Et voilà, ça m'a beaucoup divertie. J'ai été très surprise et agréablement surprise. Donc ça va dans Presque Parfait pour ça. Noblesse oblige de Maïwenn Alix. Ici, on est dans une dystopie où il y a encore des rois en France. Et c'est le roi, je ne sais plus combien, 21, quelque chose comme ça. Et enfin, Louis 21, un truc. Un bail du genre, vous avez compris. Et ici, on va suivre Gabrielle, qui est une opposante au régime, mais elle a été choisie pour aller dans la télé-réalité, pour trouver un parti, enfin bon, bref, un truc comme ça. Et c'est mal résumé, encore une fois. Et honnêtement, j'ai bien aimé, ça m'a pas mal plu, diverti également, ça se lit assez rapidement, mais c'est vrai que j'en ai pas d'énormes souvenirs. Euh, Malgré tout, le divertissement prévaut. Je mettrais ça quand même dans sympa parce que, je sais pas, j'en garde quand même un bon souvenir même si j'en ai pas de grands souvenirs. C'est très clair, je ne sais pas. Ensuite, Déesse de légende de Christine Pompei et Alexandra Petracchi. Eh bien, écoutez, j'en garde quasiment aucun souvenir, à part que les dessins étaient très beaux. Je l'ai lu très rapidement à la bibliothèque parce qu'il était dispo et que voilà, j'ai été attirée par les dessins. Mais honnêtement, je trouve que les histoires en elles-mêmes sont très basiques et sont pas très approfondies. Même pour un jeune lectorat, je trouve que c'est pas, c'est une très très légère introduction à la mythologie, que ce soit, enfin, c'est mythologie grecque, égyptienne, il y a mythologie indienne, nordique, enfin, c'est pas mal de déesses dans différentes mythologies, donc ça c'est cool, mais c'est vraiment une introduction plus qu'introduite, quoi. Genre, enfin, je sais pas, j'ai pas vraiment accroché, j'ai pas, enfin, en fait, j'ai pas accroché au fait que ça aille vraiment que très très en surface, malgré le fait que ce soit pour un très jeune lectorat. Voilà, je vois pas trop l'intérêt. Donc je mettrai ça dans oubliable parce que j'en ai très peu de souvenirs. Ensuite, le premier tome de La petite faiseuse de livres de Suzuka Miyakazuki et Yoshihina. Je ne sais pas si c'est bien prononcé. Écoutez, c'est un bon début, c'est prometteur, mais pour l'instant, je peux pas trop en juger, donc je mettrai ça dans sympa parce que j'ai bien aimé l'histoire en elle-même, parce que du coup, ici, on va suivre cette jeune fille qui s'est fait écraser par ses bibliothèques. À la base, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années, je crois, et qui aime énormément lire, et elle avait trop de livres chez elle, du coup, pouf, elle a fini toute sa bibliothèque. Mais elle se réincarne des années auparavant, enfin, je sais plus en quelle année c'est, mais c'est des siècles auparavant. Bon, des siècles, j'abuse peut-être un peu, je sais plus. Mais du coup, elle se réincarne dans cette petite fille. Et là, les livres sont une denrée très rare. C'est encore une fois mal résumé, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'en sais. Du coup, c'était très introductif comme premier tome, donc je peux pas énormément vous en parler non plus. Mais écoutez, c'est plutôt un bon début. Ensuite, Le vieil homme et son chat de Nekuko Gare, c'est ça? Pas du tout. Nekomaki, pardon. C'est très mignon. J'ai énormément aimé parce que je trouve que les dessins sont adorables, vraiment. Et eh bien, écoutez, c'est complètement ma came, un vieil homme et un chat. Donc, je mettrai ça
dans Presque Parfait parce que je peux pas mettre ça dans le gros coup de cœur. J'ai pas eu énormément de sensations, enfin en tout cas les émotions n'étaient pas suffisantes pour que ce soit un gros coup de cœur. Ensuite, Nevermore, le premier tome, du coup les défis de Morrigan Crow, de Jessica Townsend. Voilà, je vous en ai parlé très longuement dans les dernières vidéos, donc vous avez compris mon avis. Pareil pour le deuxième tome, le Wanderer, que j'ai beaucoup aimé également. Ensuite, Fiancé d'un jour, fiancé toujours de Virginia Heath. Ici, on est dans une romance un peu à la Bridgerton, parce qu'on est dans ces années-là. Écoutez, je trouve ça très oubliable. Honnêtement, j'en ai pas un grand souvenir. Je voulais juste une romance très rapide à lire et je sais pas, j'étais dans le mood pour ça, mais c'était pas très convaincant non plus. Sirène debout, Ovide rechanté de Nina McLaughlin. C'est un texte qui va parler du coup de la mythologie grecque et des figures féminines qu'on retrouve dans la mythologie grecque, ou non latine, pardon. J'ai trouvé le propos extrêmement intéressant et la façon dont c'était réagencé est très intéressante. C'est parfois, il y a quand même pas mal de trigger warning dedans. Il y a de la violence, je ne saurais plus vous dire exactement quel type de violence, parce que j'ai bien aimé, mais j'étais un peu extérieure au texte, parce que j'ai pas réussi à le lire et à l'apprécier à sa juste valeur, pardon, je pense. Donc, je mettrais ça quand même dans sympa parce que ça vaut vraiment le coup de le lire si jamais vous avez envie de réécriture féministe. Celui-ci est une très bonne, enfin, c'est vraiment une très très bonne réécriture féministe, mais je pense que je ne l'ai pas apprécié et j'ai pas pris le temps de le lire un peu lentement, de comprendre un peu chacune des histoires et de faire un peu digérer toutes ces histoires parce que c'est à chaque fois assez frontal. Donc peut-être que j'ai lu un petit peu trop vite. Enfin bref, je pense que c'est de ma faute si je ne l'ai pas assez apprécié. Voilà. Steam Sailors de Ellie S. Green, pareil, on va passer rapidement parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est un coup de cœur, évidemment. Natsuko no Sake de Akira Ose, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Écoutez, c'est un premier tome de manga, c'est un manga qui est très épais, il doit, je sais plus combien de pages il fait, mais il est conclu en 6 tomes, et là c'est du coup le tout début où on va suivre du coup la jeune fille qui est juste ici. Elle est publicitaire, si je dis pas de bêtises, à Tokyo, et en fait elle va revenir dans sa famille qui sont des exploitants de saké, enfin en tout cas ils fabriquent du saké, et elle va revenir dans sa famille, quitter son job à la mort de son frère pour reprendre l'exploitation, pour créer en fait un saké exceptionnel avec un riz d'exception. Et c'est vraiment un manga qui est très intéressant, on en apprend énormément sur le saké, il y a vraiment énormément d'informations sur pourquoi ce type de riz est le meilleur, pourquoi il faut telle condition climatique, enfin ça en parle beaucoup beaucoup de la production, de comment c'est fabriqué, donc quels sont un peu tous les secrets, les rouages d'un bon saké, enfin bref c'était très intéressant, mais c'est très lourd quand même comme explication. Donc je mettrai quand même ça dans sympa parce que j'en garde quand même des bons souvenirs et bon j'ai pleuré également. Mais je sais pas si j'ai envie de lire la suite parce que c'était quand même très dense en termes d'informations. Les jumelles de l'Atlantique de Isabelle Skins. Pour vous parler rapidement de l'histoire, on va suivre ces deux jeunes filles qui sont toutes bébés quand leur bateau s'est crashé. Enfin, je sais plus comment on appelle ça le terme pour des bateaux, je suis désolée. Mais elles ont été récupérées par un marin et lui n'a pas les moyens de garder ces deux petites filles. Donc il en garde une et un baron en garde une autre. Elles ne connaissent pas du tout l'existence de l'une et l'autre et elles vont vivre séparées. Celle qui vit avec le baron est riche et celle qui vit avec le marin est pauvre. Et à un moment donné, elles vont être réunies par la force du destin. Et voilà. Honnêtement, c'était une lecture plutôt sympa, mais voilà, j'en garde pas non plus beaucoup de souvenirs également, donc je mettrais ça plutôt dans oubliable, parce que c'est quand même sympa, mais voilà, ça casse pas trop pas dans un canard. Ensuite, Lemon de Kwon Yo-soon. C'est un peu, si, c'est un peu un thriller parce que du coup, on va suivre une jeune fille dont la grande sœur a été assassinée et on va en fait suivre toute sa psychologie du moment où ça s'est produit à des années après. Donc en termes de psychologie, j'ai trouvé que c'était très intéressant, mais malheureusement, je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur parce que j'avais des petits soucis dans ma vie perso à ce moment-là, donc ça a pris le pas sur ma lecture. Mais je pense que c'est un très très bon roman à lire. C'est très court et c'est vraiment
complet en termes de psychologie. On comprend à quel point notre protagoniste, je suis désolée, je ne sais plus comment elle s'appelle, a vraiment souffert de cette situation, comment elle veut copier le style de sa sœur parce qu'elle était très populaire. On n'a jamais su qui avait assassiné sa sœur. Enfin, il y a beaucoup de questions laissées sans réponse. Il y a beaucoup de choses qui font que cette jeune fille est un peu perdue dans sa vie, même si elle ne veut pas le voir ou l'entendre. Mais vraiment, psychologiquement, c'est très intéressant à lire. Donc, ça ira dans sympa parce que mon ressenti personnel fait que et que les problèmes que j'avais à l'époque font que. Something Wilder de Christina Loren, c'était une romance vraiment chouette. C'est un petit peu cliché quand même sur les bords, mais je suis passée outre et j'en avais besoin parce que c'était pareil dans le même moment en fait que Lemon. C'était assez rude psychologiquement dans ma vie à ce moment-là, donc je mettrais quand même dans sympa parce que c'était c'était assez chouette à lire. Ça m'a diverti sur le moment et c'est tout ce qu'il me fallait à ce moment-là. Lightfall de Tim Probert, du coup le premier tome, c'est très très sympa. Je mettrai ça dans Presque Parfait parce que vraiment les dessins sont absolument magnifiques. Donc j'ai hâte de lire la suite. Enquête et Charleston de Mélanie Bantini. Oui c'est ça, Mélanie Bantini. C'est mon premier service presse que j'ai demandé du coup aux éditions City et c'est un cozy mystery dans les années 20 à Paris. Et honnêtement, j'ai vraiment bien aimé. C'était très sympa, ça m'a diverti. Ma maman l'a lu aussi et elle a bien aimé. Julia et le Vicomte de Meg Cabot, c'était dans le cadre d'une vidéo où je relis une de mes lectures d'adolescente. Je vous le mettrai du coup dans le petit juste ici. Juste pour la nostalgie d'adolescence, je mettrai ça dans Presque Parfait. Ensuite, Lettre AD de André Gors. Je l'ai lu dans le cadre de la vidéo de la chialade avec Marion. Et honnêtement, c'est mitigé. J'ai bien aimé, je trouve que c'est très beau. Qu'il écrit très bien parce que du coup dans Lettre AD il fait une lettre d'amour, enfin en fait il écrit une lettre d'amour à sa femme, sauf que c'est un roman qui est très très court, il doit faire une centaine de pages, peut-être moins d'une centaine de pages, je ne sais plus, et en fait il y a toute une partie où il parle de lui, il fait une espèce d'introspection et ça m'a pas du tout plu, j'ai trouvé que c'était un peu égoïste de sa part de se mettre en avant alors qu'il fait une lettre d'amour à sa femme, enfin voilà, j'ai pas trop compris le move. Donc je mettrais quand même ça dans sympa parce que c'était très bien écrit et très très beau, mais j'ai pas trop compris pourquoi au milieu il part de lui pendant 20 pages quoi. La parfaite Tokyoïte de Jun Fujiwara, enfin c'était incroyable donc voilà. Le jour où on a inventé les noms de famille de Anaïg Plassard et Mélanie Allag, c'était une bonne BD, vraiment c'était très mignon, j'ai bien aimé les dessins, on parle de deuil, d'acceptation de soi, etc. Mais pareil, ça me reste pas énormément en tête, donc je mettrais plutôt ça dans oubliable, malgré le fait qu'à la fin, il y a tout un petit chapitre, enfin tout un dossier de généalogie, pardon, de comment sont arrivés les noms de famille, pourquoi. Et ça, j'ai vraiment bien aimé, mais c'est du coup la fin de la BD. Et voilà, j'ai pas. C'était mignon, mais pas de là à m'en souvenir. Fille de la mer de Marilyn Brach, là j'ai vraiment bien aimé, c'était très dur à lire, il y a beaucoup de violences sexuelles, beaucoup de viols, donc faites attention si jamais vous voulez le lire, puisque ici on va suivre deux jeunes femmes, Anna en 1940 je crois, enfin dans les années 40, je sais plus exactement, et en fait elle va se faire embarquée par la police japonaise, enfin par l'armée japonaise, elle est coréenne, et en gros, elle va servir de fille de réconfort pour l'armée japonaise. Donc vous imaginez bien que c'est très complexe pour elle. Et du coup, après, on va suivre Amy en 2015-2017. Et elle est à la recherche de sa sœur. Donc c'était très émouvant, très dur. Mais pareil, il n'y a pas le petit truc qui a fait que c'était un coup de cœur, mais c'était un très très bon roman quand même. Le 7e tome de Anne, du coup, La vallée arc-en-ciel de Lucy Maud Montgomery. Celui-ci m'a pas convaincue parce qu'on va suivre du coup les enfants de Anne et j'étais pas hyper fan, même si j'ai aimé retrouver la plume de Lucy Maud Montgomery, son côté un peu féerique, j'étais un peu moins convaincue qu'avant, donc je mettrais plutôt ça dans oubliable. C'est un peu dur, mais par rapport aux autres, j'ai un peu moins aimé. Le gardien des choses perdues de Ruth Hogan, là également, j'ai bien aimé dans l'ensemble, c'était une bonne lecture, j'ai été divertie sur le moment. Mais pareil, mon souvenir est pas incroyable. Je vous en ai parlé dans le flop de 2024, donc je vais pas revenir longuement dessus. Mais c'est vrai que je trouvais l'histoire un peu convenue. La fin était très classique et m'a pas bien convaincue, donc je mettrais ça quand même dans oui mais non. The Agency for Scandal de Laura Wood, d'un autre service presse qui m'a été envoyé par PKJ.
Et là aussi, on va suivre un Cozy Mystery, un peu dans les années Bridgerton, là je sais plus comment on appelle ça. Et franchement, j'ai bien aimé, ça m'a diverti également, donc je mettrai quand même ça dans sympa. C'était très chouette à lire. Berserk, le premier tome de Kentaro Miura, j'ai pas été très convaincue par le format manga parce que je trouvais que c'était un peu trop fouillis. Les images sont très belles, les dessins sont très beaux, mais c'est vrai que moi j'arrivais pas à tout décortiquer, tout analyser. Enfin, ça m'a un petit peu perdue, donc j'ai préféré arrêter le manga et du coup regarder l'animé que j'ai énormément aimé. J'ai trouvé que c'était très gore, mais très bien. Donc, pour faire un petit ratio entre les deux, je mettrais quand même ça dans sympa. Tokyo Crush de Vanessa Montalbano, c'était sympa également. C'est de la même collection que la Parfaite Tokyo Heat, sauf que là, ça m'a quand même moins convaincue. Du coup, on parle ici du dating au Japon. C'est une Française qui date des Japonais et elle parle de son expérience. Et je trouvais que c'était quand même un peu trop auto-centré, même si c'est également son expérience dont elle parle, je comprends, mais il y a certains points qui m'ont un peu moins plu, donc je mettrais ça dans sympa ou bof. Globalement, c'est plus bof. Ensuite, The Ancient Magus Bride de... J'ai aucun souvenir, je sais plus comment il s'appelle, ou elle s'appelle. De Kore Yamazaki. Eh bien, écoutez, c'était pas très convaincant comme premier tome, donc vraiment, non. Oui, mais non. Voleuse de Lucie Brion, là, les dessins sont très très beaux et j'ai vraiment bien aimé l'histoire. On va suivre du coup Ella et Madeleine. Ella, c'est la jeune fille qui est juste ici. Et en gros, elle va trop boire à une soirée et se retrouver le lendemain chez elle avec des objets qui ne sont pas à elle. Et avec Madeleine, elle va essayer de rendre à ses propriétaires les objets sans que les propriétaires ne s'en aperçoivent. Et du coup, il y a une histoire d'amour entre elles deux et c'était très mignon. J'ai beaucoup aimé. Du coup, ça va aller dans Presque Parfait. Le Jardin Paris de Gaëlle Genillet. Je vous ai également parlé de ça dans mon top, donc on va passer rapidement. C'était incroyable. Ensuite, La baie de Lakicorn de Cathy O'Neill. Les dessins, là encore, sont extrêmement beaux. C'est du coup la même autrice que Le Cercle du Dragon-Thé. Donc vraiment, c'est des dessins que je trouve très, très qualitatifs, très colorés. C'est vraiment très beau. Mais pareil, je trouve que l'histoire est assez rapide. Donc je suis un petit peu mitigée, donc je mettrai ça dans sympa parce que vraiment les dessins sont très beaux. Ici, on va parler de deuil et d'écologie et je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour des enfants. Donc voilà, regardez un petit peu en librairie si jamais ça y est pour évaluer un peu si ça pourrait plaire à des enfants dans votre entourage. Voilà. La promesse du dragon de Elisabeth Lim, voilà, dans Plus jamais parce que j'ai été déçue. Enfin, pas dans Plus jamais, si dans Plus jamais. Je vais trancher, on va dire Plus jamais. Les carnets de l'apothicaire, j'ai lu le 12e et 13e tome cette année et je trouve que ça patauge un peu, donc on va mettre ça dans Presque Parfait parce que j'ai bien envie que ça aille un petit peu plus maintenant. Le dernier quart avant l'aurore, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était dans, pareil, mon délire de bateau. Et là, ça m'a beaucoup plu, j'ai adoré. Donc voilà. N'essuie jamais de larmes sans gants, c'était du coup de Jonas Gardel. Je vous en ai également parlé dans ma vidéo top. C'était quelque chose, vraiment comme lecture, c'était rude, mais très beau. Très beau, très dur, très juste et beaucoup de trigger warning, encore une fois. Donc, on va mettre ça dans Presque Parfait parce que, pareil, il n'y a pas ce petit truc qui fait que c'est le coup de cœur. Le Chant des voiles de Tiffs, c'est ici une romantasy pirate. C'est même chose, mon délire de bateau, de pirate, etc. Mais j'ai pas été extrêmement convaincue, donc ça va aller dans oui mais non, malheureusement. Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, je vais pas en parler longuement, c'était non, un grand non, et vraiment trauma. La mort de Tante Dimity de, attendez, Nancy Atherton, oui c'est ça, Nancy Atherton, c'était aussi un cosy mystery qui est Mimi, Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake, eh bien j'ai moins aimé que le dernier quart avant l'aurore, donc ça va être dans Presque Parfait, même si c'était un très très bon texte selon moi. La colère des aubergines de Bulbul Sharma, malheureusement, j'ai pas été extrêmement convaincue par le format nouvelle, donc je préfère mettre ça dans oui mais non, parce que le format ne m'a pas convaincue et certaines réflexions sur les femmes m'ont pas forcément convaincue non plus. Kiki's Delivery Service de Eiko Kadono, du coup, Kiki la petite sorcière en français.
C'était une bulle de douceur, donc presque parfait, vraiment. J'ai découvert Agatha Christie cette année en lisant d'abord Le meurtre de Roger Ackroyd et puis j'ai lu Le crime de l'Orient Express, pardon. Et j'ai trouvé que c'était sympa pour Le meurtre de Roger Ackroyd, mais j'ai préféré Le crime de l'Orient Express. Mais voilà toi. Ensuite, Minuscule de Takuto Kashiki, j'ai continué, j'ai lu le 12e tome, c'est toujours aussi bien. Bah alors, donc ça va dans coup de cœur si ça veut bien. Bah ça veut pas, hein. Vraiment décidément mon ordinateur ne veut pas. J'ai lu les 2 premiers tomes de Campus Drivers. J'ai lu le premier qui était sympa et le deuxième où j'ai beaucoup moins aimé. Donc on va mettre ça dans oui mais non. Impénétrable de Alice Garin, je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans ma vidéo top. Comme les 3 prochains, les Sœurs Carmine, le premier va dans gros coup de cœur ou presque parfait. Gros coup de cœur. Le deuxième aussi. Et le troisième, ça va dans presque parfait parce que j'ai moins aimé. Jane Eyre de Charlotte Brontë, j'ai énormément aimé aussi, donc dans gros coup de cœur, c'était génial. Après Agnès Grey de Anne Brontë, je n'ai pas aimé la première partie, mais j'ai bien aimé la deuxième, donc ça balance un peu entre les deux. Mais la deuxième partie a réussi à vraiment rehausser mon avis sur cette lecture, donc je mettrai quand même ça dans sympa pour faire un peu une balance entre les deux. Et j'ai vraiment j'ai vraiment envie de découvrir le deuxième livre de Anne Brontë. Je sais plus, La locataire de Wakefield Hall ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Mais en tout cas, l'écriture de Anne Brontë m'a vraiment convaincue. Petit éloge des cafés de Léa Wyszemski, c'est également un service presse qui m'a été envoyé par la maison d'édition. Et malgré le fait que j'ai bien aimé, c'est du coup ici une histoire où Léa Wyszemski va nous parler de sa relation avec les petits cafés parisiens. C'est majoritairement parisien parce qu'elle est née à Paris, vit à Paris. Et elle nous parle aussi d'autres petits cafés, par exemple à l'île de Ré et à d'autres, je ne sais plus où exactement. Et c'était sympa en fait, mais j'ai trouvé que c'était quand même un peu centré sur elle-même. Donc même si, encore une fois, elle parle de son ressenti à elle, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un peu un cocon où elle se renfermait sur elle-même. Donc petit éloge des cafés, je pense que je vais mettre dans bof, parce que c'est une lecture sympa, mais voilà. Mémoire de la forêt de Michael Brarnaud et de Sanoé, illustré par Sanoé. Donc c'est le 4e tome, c'est le dernier tome de la saga. Et j'ai été moins convaincue par celui-ci parce que je trouve que le schéma se répète un petit peu. J'ai été moins embarquée que dans les autres tomes. Le premier reste mon préféré, mais celui-ci, je l'ai trouvé un petit peu répétitif. Donc, pour contraster avec ce que j'ai déjà lu de lui, du coup, pour contraster avec les autres tomes, je vais mettre ça dans oui mais non. C'est dur, mais voilà, ça contraste quand même un peu. Ensuite, Terra Fria de Ana Maria Torres, c'est un tout petit livre. Ça parle d'un petit village au nord du Portugal et on va suivre deux protagonistes féminines qui reviennent dans ce village, une qui est enthousiaste et l'autre pas tellement. Et elle va nous parler ça va parler vraiment de cette relation à ce village, de choses qui font que ce village dépérit un petit peu. Enfin, c'est une très bonne lecture pour moi. Ça m'a rappelé beaucoup de choses parce que du coup, c'est au nord du Portugal et c'est là qu'il y a mes grands-parents aussi. Donc, il y a des choses qui sont dites dans ce roman qui sont similaires à ce que j'ai pu vivre, des choses auxquelles je m'identifie parce que je suis déjà allée dans les lieux parfois dont elle parle. Donc, ça, pour moi, ça va aller dans Presque Parfait. Ensuite, Résister de Salomé Saké, c'était un excellent, excellent essai. Donc, ça va aller dans gros coup de cœur si j'y arrive. Voilà. Ensuite, Saudade de Cristina de Amorim, ça va aller dans Presque Parfait là aussi, parce que ça parle du Portugal également et ça m'a beaucoup plu. Non, ça peut pas aller dans Presque Parfait parce que j'ai été un peu agacée sur certains comportements de la protagoniste, donc ça va aller dans Sympa. In the Company of Witches de Aurélie Wallace. C'est un livre que j'ai lu en anglais et c'est un petit cozy mystery où il y a des sorcières, puisque ici on va suivre du coup 3 sorcières qui tiennent un bed and breakfast et l'une, la seule de leurs clientes d'ailleurs, a été assassinée dans le bed and breakfast et l'une des sorcières va être accusée parce qu'elle a dit qu'elle voulait tuer cette femme parce qu'elle était très chiante, mais elle l'a dit sur le ton de la rigolade, enfin vous avez capté. Bref, c'était cool, je l'ai bien aimé, donc ça va aller dans Sympa. Et j'ai cessé de t'appeler papa de Caroline Darian. Rien que pour la force de son récit, je vais mettre ça dans gros coup de cœur. Caroline Darian, c'est la fille de Gisèle Pellicot et moi j'ai beaucoup suivi les procès des viols de Mazan et j'ai trouvé que c'était extrêmement fort,
que toutes les excuses les plus débiles les unes que les autres ont été utilisées pour en gros accuser Gisèle Pelicot de tout et n'importe quoi. Mais la fille de Gisèle Pelicot, du coup Caroline Darian, il y a des photos de Caroline Darian qui ont été retrouvées dans du coup l'ordinateur de son géniteur où elle est en petite tenue dans une position, des positions suggestives et sauf qu'elle ne s'en souvient absolument pas. Elle l'expliquait, c'est pas une position naturellement dans laquelle elle dort. Enfin, sauf que son géniteur n'a jamais avoué ce qui s'était passé, pourquoi il a ces photos. Donc, elle n'a pas eu justice du coup pour elle. Et c'est très fort comme témoignage, c'est très dur. Donc, faites attention à vous si jamais c'est des sujets sensibles. Mais voilà, je trouve que c'est nécessaire de le lire pour découvrir aussi son histoire à elle. Ensuite, Pleurer au supermarché de Michel Zauner. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Marion et on a toutes les deux beaucoup aimé. Ici, l'autrice va nous parler du décès de sa maman et de comment elle a survécu à tout ça, du moment où ça a été annoncé la maladie au moment où sa maman est décédée. Et tout ça est ponctué par la nourriture coréenne puisque sa maman était coréenne. Et Michelle Zauner, si jamais vous ne savez pas qui c'est la chanteuse de Japanese Breakfast, donc peut-être que c'est un groupe que vous connaissez. Au début, j'ai trouvé que c'était un petit peu froid en termes d'écriture, mais je comprends pourquoi aussi, donc je mettrai ça dans Presque Parfait. Ensuite, il y a Borboleta de Madeleine Pereira. Là également, c'est un service presse qui m'a été envoyé par les éditions Sarbacane, que je remercie grandement parce que ça m'a énormément plu. C'est une BD pareil qui parle du Portugal, des années de la dictature, etc. Donc ça va aller dans Presque Parfait parce que c'est très fort ces sujets pour moi. Shinkirari, Derrière le rideau, la liberté de Murasaki Yamada. Effectivement, c'est ça, Murasaki Yamada. J'ai pas été du tout convaincue, donc je mettrai ça dans Plus jamais, malheureusement. La tisseuse de vent de Nina Lan, j'ai vraiment bien aimé. C'est un young adulte, une fantasy young adulte, et ça m'a vraiment convaincue. J'ai beaucoup aimé, donc je mettrai ça dans Presque Parfait. Babel de R.F. Kuang, j'en ai parlé également en long, en large et en travers dans mon top, donc ça va dans Gros coup de cœur. Attendez, je vais y arriver, voilà. Les Dames de Marlowe, enquête de Robert Thorogood. C'est un petit cosy mystery également que j'ai trouvé très mimi, qui m'a bien divertie sur le moment. Les cosy mystery vont vraiment tous dans le sympa, mais c'est vraiment une petite lecture que j'aime bien. C'est un peu réconfortant comme ça, j'aime bien à chaque fois. Et le dernier de l'année que j'ai lu, c'est Rila Marilla de Lucy Maud Montgomery. Du coup, c'était la conclusion de la saga de Anne. J'ai pas lu du coup les Chroniques d'Avonlea, du coup c'est un tome compagnon. Mais j'ai terminé la saga principale et malheureusement, j'ai pas été extrêmement convaincue par le tome sur Rila parce que j'ai pas été très attachée à ce personnage. Donc, je mettrais quand même ça pareil dans bof parce que malheureusement, j'ai pas trop accroché. Eh bien, écoutez, voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'ai une plutôt bonne année. Il y a quand même pas mal de lectures sympas. Il y a quand même pas mal de lectures dans bof, mais c'est quand même des lectures où j'ai bien aimé dans l'ensemble. Il y en a qui m'ont plus ou moins déçu, plus ou moins convaincu, mais il y a que vraiment ceux-là où j'ai vraiment pas du tout aimé. Enfin, les quatre du coup, Twisted Love, Icebreaker, Captive et Hades et Perséphone, c'est vraiment des lectures que j'ai absolument pas aimées. Je savais que j'allais pas les aimer en commençant à lire, mais c'est pour une vidéo future dont je vous parle depuis très longtemps, mais bon, bref. Je l'ai lu dans le cadre de cette vidéo, mais dans l'ensemble, je trouve que j'ai eu des bonnes lectures et c'était une bonne année 2024 en termes de lecture, donc je suis quand même très contente. C'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez lu vraiment des très belles choses en 2024, comment s'est passée globalement votre année de lecture, si jamais vous avez des envies particulières en 2025, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, les prochaines vidéos, ça va être des recommandations et une palle. Allez, salut!